Parti. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire du Village Baïséa Aquitaine organisé avec son partenaire FIDAL. Vraiment, Anne, merci beaucoup du temps consacré, de la qualité de la présentation. C'est un sujet qui nous aussi nous tenait à cœur, avoir du positif dans cette situation et avoir un sujet, comment dire, de prospective pour la suite des événements. Donc, merci beaucoup. Je vais vraiment pas être plus long que ça pour l'introduction. Je ferai le lien ensuite pour présenter Martin très rapidement, qui va nous présenter la solution de food truck et adaptation qu'il a fait de son service pour vous permettre d'adapter la restauration collective après le déconfinement. C'était un sujet qu'on trouvait aussi intéressant de pouvoir vous présenter. Anne, je te laisse la parole. Merci encore Oui, et puis à tout à l'heure. ok. Merci beaucoup. Merci Florent. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne Méhu, je suis avocat en droit des affaires, en droit des sociétés. Donc, mon métier, je dirais, de d'habitude, c'est plutôt conseil de chef d'entreprise. Et c'est à ce titre-là, en fait, que les sujets liés à la raison d'être des entreprises se posent et ce sont des sujets de discussion que je peux avoir avec pas mal de nos clients. Donc, je pense que vous êtes certainement nombreux actuellement à être assez préoccupés ou en tout cas très occupés par les conséquences de la crise actuelle sur vos activités, sur l'économie en général, sur la chaîne de toute l'activité autour de vous, que ce soit clients, fournisseurs, salariés, donc à tous les niveaux. Et c'est bien légitime, on est dans l'urgence actuellement. Et parfois, c'est même une question de survie pour certaines activités. Et pour autant, dans vos réflexions actuelles, vous intégrez déjà quelques notions un peu inédites, un peu nouvelles pour certains d'entre vous. Je pense par exemple à la santé de vos salariés, à vos collaborateurs, justement à la chaîne de vos partenaires et ce qu'on va appeler les parties prenantes. On va en discuter pas mal pendant la présentation. Clients, fournisseurs. Et puis, voilà, l'importance finalement de toutes ces parties autour de l'entreprise, de ce qu'on appelle l'entreprise, au-delà de la société commerciale, de la société qui est définie par le code de commerce. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui sous un prisme qui sera quand même juridique, puisque je suis avocat et que je suis plutôt juriste que vraiment consultante en RSE ou en ESG, mais on va quand même évoquer ces sujets-là. Mais finalement, ce que je vous propose, c'est de passer ce moment ensemble pour évoquer finalement la place de l'entreprise dans le monde actuel et le fait qu'aujourd'hui, elle est finalement où elle doit être repensée, où on nous pousse en tout cas à le repenser, et que certains sujets arrivent dans le débat public. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse dans la période actuelle, provenant de personnalités politiques, mais aussi philosophiques, de sociologues, etc. Donc tout ça arrive dans le débat public malgré l'urgence que vous, chef d'entreprise, vous êtes obligé de gérer actuellement. Alors, je vais vous citer l'exemple celui que vous avez certainement en tête le plus récent. Il s'agit du plan d'aide qui a été donc décidé par le gouvernement au profit d'Air France, puisque le gouvernement a décidé d'attribuer une aide de 7 milliards d'euros. Et chose assez inédite, carrément inédite même, c'est que l'État a conditionné l'aide d'une manière assez forte et clairement affichée au fait que l'entreprise et le groupe devaient prendre des engagements écologiques sur des choses assez concrètes, notamment réduire sa consommation de CO2, réduire de 50% les émissions de CO2 sur les vols domestiques d'ici 2024, utiliser du biocarburant, etc. etc. Donc, on sent que malgré la crise et malgré l'urgence, effectivement, là, c'est un geste extrêmement fort qui est envoyé. Alors, peut-être trop, parce que là, finalement, on parle de l'industrie de l'aéronautique, qui, là, on parle peut-être de survie d'une entreprise, donc à court terme, certainement, qui se pose. Et c'est justement là le sujet, un peu le nœud du sujet actuel sur quand on parle de la raison d'être des sociétés. Le débat, je dirais, le problème de ce sujet, c'est comment une entreprise peut-elle aujourd'hui prendre en compte les critères de l'économie
social, environnemental, etc., et son impact sur la société et sur l'environnement, comment l'entreprise peut-elle prendre en compte ces critères et assurer en même temps sa pérennité et sa profitabilité. Voilà. Et finalement, on est parfois en plein paradoxe. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, et depuis très longtemps, on oppose finalement la recherche de ces critères, la recherche de ces objectifs et l'intérêt de l'actionnaire, qui serait plutôt d'avoir une valeur de l'action qui soit la plus forte possible voilà, dans sa logique de pur investisseur. Donc une logique assez court-termiste, et on va y revenir. Donc, par rapport à ça, je vous présente donc cette présentation où je vais vous parler de l'entreprise responsable. Vous avez tous entendu parler de la RSE, vous faites, certains d'entre vous, partie de groupes qui ont certainement nommé au sein du groupe un responsable RSE. Donc la RSE, c'est effectivement la recherche de valeur sociale et ou environnementale au sein de l'entreprise. Et le but, bien évidemment, c'est quand même la croissance économique. Une entreprise doit être viable. C'est ce que je viens de dire. Et comment gérer cette sorte de contradiction. Alors, juste pour rappel, ce qu'on appelle les critères ESG, qui sont apparus il y a, je dirais une dizaine d'années. Donc, E comme environnement, tout ce qui concerne le changement climatique, la gestion des ressources et des infrastructures, le social, bien évidemment, l'emploi, l'éducation, l'égalité, l'accès à l'emploi. On peut aussi parler de la santé. Et enfin, la gouvernance, puisque dans ces critères-là, on tient compte de la manière dont une entreprise va être gouvernée et la manière dont elle va faire participer ses parties prenantes, donc ses salariés, mais pas que, la pluralité de l'entreprise, autour de l'entreprise, donc ce qu'on va appeler la gouvernance. Alors, si je continue, on va élargir un peu au départ dans ce contexte à l'international. Bon, là, je vous ai fait des slides en introduction vraiment pour vous donner un peu un contexte général de ces sujets-là qui préoccupent en fait l'ensemble des sociétés actuelles et à travers le monde. Donc, à l'international, on peut dire qu'il y a presque 20 ans, c'est pas quelque chose d'hyper récent, on a vu l'apparition de la règle des 3 P, donc aux États-Unis, Triple Bottom Line, où on avait People, Profit and Planet. Donc là, c'est un petit peu différent des normes ESG. Vous voyez, on a laissé tomber la gouvernance, mais en tout cas, on a remis le profit parmi les piliers, finalement, de la pérennité d'une entreprise. Et là, donc, je cite l'auteur et la personne qui est un professeur d'université qui a créé en fait cette règle des 3 P et qui a pu écrire sur le sujet, John Elkington. Voilà. Alors, je reviens en France avec juste un rappel, on va se retourner un petit peu en arrière, sur la manière dont tout ça a été traduit dans le droit français. Donc, je vais partir de 2001, qui est un petit peu le moment où débute tout ça. C'est la fameuse loi NRE, qui est assez connue pour un certain nombre de choses, et notamment par le fait qu'elle a introduit pour les sociétés cotées, et uniquement celles-ci dans un premier temps, elle a introduit une obligation d'ajouter dans le fameux rapport annuel de gestion des sociétés cotées une partie qui doit concerner la partie ESG et critères ESG développés dans l'entreprise, donc par le biais de 19 rubriques qui ont été rajoutées et qui doivent être complétées et implémentées chaque année dans les rapports annuels des sociétés cotées. Donc ça, c'est 2001. 2010, la loi Grenelle 2 qui a étendu le dispositif que je viens de citer aux entreprises non cotées, mais uniquement les grandes entreprises, donc les plus de 500 salariés et plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Mais ça a été une petite révolution parce qu'on peut atteindre assez vite ces chiffres. Et finalement, les sociétés ont dû, là encore, se poser la question. Et c'est là où on a vu apparaître justement ces nouveaux métiers liés à la RSE dans les groupes plus réduits qui n'étaient pas forcément cotés. 2011, le Code de l'environnement a publié également, a introduit la publication d'un bilan carbone
pour toutes les personnes morales. Donc là, c'était au-delà des sociétés commerciales. On était sur quelque chose de beaucoup plus élargi, encore une fois. Et là, on ne parle que du nombre de salariés, plus de 500 salariés, où le Code de l'environnement, eh bien, finalement, oblige ces sociétés personnes morales de plus de 500 salariés à publier un bilan carbone. Voilà. Un décret en 2012 est revenu, est venu compléter ce dispositif et a introduit de nouvelles obligations de transparence des entreprises sur la partie sociale et environnementale. Voilà. Alors, toujours dans ce contexte, vous avez certainement aussi entendu parler de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Donc là, on est dans une démarche qui n'est pas, je dirais, posée par le législateur. On est dans une démarche de mobilisation des acteurs de l'investissement. Donc, ça date de juillet 2013, où l'Association française de la gestion financière AFG et donc le Fonds d'investissement responsable ont défini ce qu'était l'ISR. Donc, l'ISR, investissement socialement responsable. Donc, bon, je vous laisse lire la définition, mais c'est un placement voilà, qui va permettre, surtout, c'est une méthode en réalité, pour permettre de cibler les participations ou les cibles dans lesquelles les investisseurs vont pouvoir faire le choix de réaliser leur participation en fonction du fait que les entreprises ont bien concilié la performance économique et l'impact social et environnemental, et savoir si oui ou non, en tant qu'investisseur, je vais pouvoir investir dans cette entreprise ou ces entités. Donc, c'est une sorte de guide, de boussole. Et une fois que le label a été attribué, eh bien, le fonds qui est créé avec ce label peut permettre d'attirer des investisseurs qui sont sensibles ou qui souhaitent axer leur investissement sur ces sujets. Mais là, c'est une démarche, je dirais, un petit peu plus volontaire. Donc, toujours dans l'ISR, je vous rappelle juste que dans cette démarche-là, plusieurs types de fonds ont été créés, donc des fonds éthiques, des fonds de partage ou des produits financiers solidaires. Voilà. Et puis, il y a aussi par opposition des fonds d'exclusion, c'est-à-dire des fonds qui, par définition, dans lesquels il ne faut pas y aller. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des fonds qui vont financer l'armement, le tabac, etc. Plutôt des sujets qu'on va appeler un peu immoraux dans cette terminologie. Voilà. Je passe rapidement. Je pense que c'est quelque chose que vous avez tous en tête. Je reviens au législateur. Alors je continue mon petit parcours historique. 2017 pour les juristes est un moment important puisque est apparu dans le Code de commerce la fameuse déclaration de performance extra-financière. Donc, c'est un petit peu la suite logique de ce que j'ai dit précédemment. Cela va concerner et concerne les SA, les sociétés anonymes de grande taille. On retrouve toujours les mêmes critères, hein, bilan ou chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et également plus de 500 salariés au cours de l'exercice. Alors là, c'est coté et non coté. Que dit ce texte finalement ? C'est que les sociétés ont l'obligation de délivrer une information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Donc là, c'est vraiment… ce qui est intéressant, c'est que le Code de commerce va assez loin dans le détail des informations qui doivent être délivrées. On va vraiment dans un niveau de détail assez élevé. Ce texte a posé beaucoup de sujets à beaucoup de groupes parce qu'il a fallu se structurer et mettre en place des outils adaptés à ce reporting d'informations et notamment des outils d'évaluation de l'impact des différentes activités sur les aspects environnementaux et sociaux. Voilà. Alors, la nouveauté, je reviens en arrière, mais la nouveauté quand même de ce texte également, et je crois que c'est une spécificité au départ française, c'est que dès le départ, on a prévu le contrôle et la véracité de ces informations par un organisme tiers indépendant, un OIT, dont la liste est agréée par l'État et qui va vérifier
et pouvoir indiquer aux actionnaires si oui ou non les informations qui sont délivrées sont justes ou pas. Voilà. À l'international, je reviens à l'international pour quelque chose d'assez récent, c'est août 2019. Donc, vous avez un groupement des 18 plus grands patrons américains. Donc là, vous les avez tous, hein, Apple, Google, etc. Qui, en août 2019, se sont réunis. Alors, ils s'étaient réunis précédemment, mais ils ont fait un petit peu évoluer leur état d'esprit sur la notion d'objet repensé d'une société et la raison d'être des sociétés. Et finalement, ont fait une déclaration, un statement, sur le but d'une entreprise et quel doit être le but d'une entreprise. Ce statement a été publié donc, en août 2019 et donc je n'ai pas cité, mais cette espèce de groupe, ce club de 18 grands patrons est appelé Business Roundtable. Donc, je pense que c'est aussi un terme que vous connaissez certainement. Vous pouvez aller sur Internet, pas mal de publications, il y a un site dédié sur leurs travaux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, ils ont redéfini la raison d'être des entreprises en posant 5 engagements simultanés. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on retrouve le problème que je posais au départ, c'est comment une entreprise peut concilier son profit, la valeur de son action et toute la partie responsable, c'est-à-dire comment une entreprise est responsable vis-à-vis de ses parties prenantes. Donc, ce groupe de chefs d'entreprise ont posé 5 objectifs et 5 engagements que tous les chefs d'entreprise devraient idéalement suivre et avoir dans leur cahier des charges de chef d'entreprise et dans leur management. Donc là, on voit quand même une prise en compte vraiment de la RSE et de l'ESG dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde de l'économie au niveau mondial. Alors, alors je vais les citer très rapidement, mais premier engagement, c'est de bien traiter son client. Donc, c'est à la fois comprendre sa demande, mais même c'est aller plus loin que la propre demande du client. Donc, première partie prenante à considérer. Deuxième engagement, eh bien, c'est investir dans les salariés. Donc, c'est prioriser, ou en tout cas mettre parmi ces engagements prioritaires le bien-être et aussi la partie sociale des salariés et leur progression dans l'entreprise. Troisième engagement, c'est vis-à-vis des fournisseurs. Donc, l'engagement porte sur le côté éthique et fair, donc équitable, éthique, des relations avec les fournisseurs à travers le monde. Donc, voilà, à titre d'exemple, éviter le travail des enfants, pratiquer des prix qui soient acceptables par un fournisseur, mais aussi éventuellement faire du soutien sur des chaînes de proximité, sur des circuits de proximité. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité. Quatrième engagement, c'est justement la proximité, c'est-à-dire aider et se positionner sur une proximité de territoire et l'impact qu'on peut avoir sur le territoire qu'on occupe. Et enfin, même s'il n'y a pas de hiérarchisation dans ces 5 engagements, encore une fois, il n'y en a pas plus une que l'autre, mais parmi les buts, eh bien, effectivement, il y a le fait que la valeur de l'action va continuer à croître et que le profit sera au rendez-vous pour apporter une plus-value à l'investisseur et à l'actionnaire. Alors, beaucoup d'auteurs ont commenté cette déclaration, cette fameuse déclaration, pour dire que finalement, tant que le profit faisait partie des engagements prioritaires, bien finalement les 4 autres allaient rester des coûts. Et qui dit coût dit finalement qu'on allait les passer en signaux faibles, en tout cas en choses moins prioritaires. Et c'est un petit peu la tendance actuelle finalement dans beaucoup d'entreprises, c'est finalement de mettre le profit en tête de l'objectif et pour ensuite
faire les dépenses et les investissements qui sont liés aux 4 autres engagements. Et en réalité, un nouveau concept est en train d'apparaître qui tente à dire finalement, bah non, le profit finalement va arriver parce que les 4 autres engagements vont être poursuivis. Et il y a un certain nombre de démonstrations d'entreprises qui ont suivi et qui ont décidé un petit peu de lâcher prise sur la partie hyper rentabilité et qui n'ont fait que se focaliser finalement sur le développement de leur chiffre d'affaires et qui ont accepté de le laisser de côté pour prioriser les 4 autres engagements. Et finalement, à l'arrivée, il y a quelques exemples d'entreprises qui ont vu leurs profits croître, se développer. Et donc, voilà, la doctrine un petit peu actuelle et qui se répand, c'est que l'engagement numéro 5 devrait passer en subordonné parce qu'il va arriver naturellement et quasiment obligatoirement si les 4 autres engagements ont bien été respectés. Voilà. Alors, je suis un petit peu longue sur l'introduction, mais je pense que c'était pas mal de parler du contexte actuel. Juste B Corp, les certifications B Corp, là encore, je pense que c'est un sujet dont vous avez entendu parler. Beaucoup de start-up, de jeunes entreprises recherchent cette certification. Elle est donnée par un organisme sans but lucratif américain, V-Lab, donc ça existe depuis quelques années. Là encore, on a donc une certification par un tiers indépendant, mais avec une vision plus internationale. Voilà. Donc, certaines entreprises vont vouloir se placer sous ce label, puisque ça justifiera le fait que l'entreprise répond à des exigences sociétales et environnementales et de la transparence envers le public. Voilà, et je vous cite une étude très récente de février 2020, étude Morrow Sobali. C'est un grand cabinet de consultants qui est spécialiste en RSE aux États-Unis et qui a rendu un rapport. Alors, je vous ai juste mis la phrase un peu en tête qui explique que finalement, le lien est très fort entre les critères ESG et la performance de l'entreprise et qu'il ne faut pas opposer les critères ESG au profit de l'entreprise. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut, par le droit, puisque je vais vous parler un petit peu de textes et des outils juridiques qui peuvent exister. La base de cette réflexion en France, eh bien finalement, ça provient du fameux rapport Nota-Senar, dont vous avez entendu parler, qui a été demandé par le ministère de l'économie. Le rapport a été rendu en mars 2018. Et de ce rapport a été introduit en France la fameuse loi Pacte, notamment sur la notion de raison d'être. Alors cette loi Pacte, elle est très large, beaucoup de sujets, mais en tout cas sur la notion de la raison d'être de l'entreprise, tout a été défini et posé dans le rapport Nota-Senar que je vous engage à relire. Le titre de ce rapport étant l'entreprise objet d'intérêt collectif. Alors, quelques mots sur ce rapport, puisque ça va un petit peu expliquer les outils juridiques que je vais vous présenter en suivant. Donc, les constats qui ont été faits du fait des auditions, puisqu'en fait le rapport a été basé sur un certain nombre d'auditions de nombreux chefs d'entreprise en France, c'est que finalement le court-termisme et la financiarisation pèsent sur la vie de l'entreprise et l'entreprise a une raison d'être et contribue à l'intérêt collectif. Et finalement, c'est de dire que l'entreprise, elle est déjà là et elle est déjà au cœur des enjeux sociaux et environnementaux et qu'il y a déjà des choses qui se passent et qu'il faudrait prendre en compte. Autre constat, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'image de l'entreprise dans la société est assez dépréciée auprès du grand public par rapport à ce qu'elle pourrait être et par rapport à ce qui est déjà fait par elle, justement, via des critères RSE. Le droit des sociétés, finalement, il est un peu vieillot. Il est perçu comme décalé parce qu'en fait, la définition des sociétés commerciales n'a pas été repensée depuis 1804. Et on va en reparler. Donc, le rapport pose la question pourquoi réfléchir à la raison d'être de l'entreprise aujourd'hui. Finalement, le profit n'est pas une fin en soi de l'entreprise. Et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, on voit le changement de mentalité sur l'objectif et le but d'une entreprise.
Ensuite, le fait que l'entreprise fait partie de la solution, donc il y a quelque chose à travailler sur l'objet et les parties prenantes, et aussi la prise en compte des parties prenantes pour créer de la valeur dans l'entreprise. Et puis, on y réfléchit pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses à changer sur le droit des sociétés et que c'est peut-être maintenant le moment de libérer certaines énergies en réformant, et on va voir pas énormément, mais finalement c'est un grand pas symbolique qui a été fait en retouchant le code de commerce et le code civil. Donc le but, on en est toujours là, c'est concilier la raison d'être et la profitabilité de l'entreprise. La loi Pacte, alors voilà, je vous ai mis les travaux préparatoires, c'est toujours intéressant de voir comment le législateur a travaillé. Donc la raison d'être, finalement, a été définie en disant que c'était le motif, la raison pour laquelle la société est constituée. Elle détermine le sens de la gestion de la société et en définit l'identité et la vocation. Autre phrase intéressante, la raison d'être, ça vise à rapprocher les chefs d'entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme. Et elle constitue, alors c'est une formule assez étrange pour des juristes, parce que ce n'est pas très juridique, mais le mot est intéressant, une forme de doute existentiel fécond, c'est très intéressant, permettant de l'orienter vers une recherche de long terme. En fait, on parle de boussole. Voilà, la raison d'être, ça doit être la boussole de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce qui est, je dirais, affiché et décidé, et en tout cas programmé par cette loi Pacte. Alors, je vais vous présenter les fameux leviers juridiques. D'abord, la loi Pacte avec la place repensée, où je vais vous parler de la raison d'être et les sociétés à mission. Ensuite, je vais vous dire un mot sur les fonds de pérennité et les fonds de dotation. Les fonds de pérennité, c'est la loi Pacte. Les fonds de dotation, ça date un petit peu plus longtemps, puisque c'est 2009. Loi de 2008, mais prise d'effet 2009. Et enfin, je vous dirai juste un mot en conclusion, si j'ai un petit peu de temps, sur le label ESUS, parce qu'on en parle beaucoup, et c'est là aussi un levier juridique pour certaines entreprises de l'ESS, et ça me paraissait intéressant dans le contexte de l'évoquer. On a beaucoup de questions là sur ces sujets-là. Donc voilà sur l'introduction. Ce que je vous propose peut-être, c'est que il y aura un temps d'échange à la fin de la présentation. Je vais la dérouler. Voilà, je n'ai pas de retour, donc j'espère que je ne suis pas trop rapide ou trop... voilà, j'espère que le rythme est bon. Vas-y Anne, il y aura effectivement, pour ceux qui veulent les poser des questions, n'hésitez pas à le dire. Et voilà, on se donne jusqu'à 45, ça te Oui, ira? voilà. Oui, 45, ça va et aller. puis comme ça, derrière, on voit s'il y a des questions, et Martin peut Tout à finir. fait. Merci Pas beaucoup. de problème. Alors, donc la loi Pacte, donc là je rentre tout de suite dans le cœur du sujet. C'est pour ça que l'introduction était longue, parce qu'il fallait quand même expliquer dans quel contexte je me plaçais. Donc, on est dans cette loi Pacte de mai 2019, donc loi assez récente. Donc cette loi Pacte a posé une nouvelle définition de l'objet social. Et finalement, on reprend le terme de la société devient un objet d'intérêt collectif. On reprend les termes du rapport Nota-Sénard. Et ce qui va se dégager de cette loi Pacte, c'est finalement 3 niveaux d'engagement, d'investissement qu'une entreprise va pouvoir prendre. Un premier niveau qui est impératif, puisqu'on va toucher le code civil, mais en réalité, les deux autres, les 2 et 3, raison d'être et société à mission, ne sont à ce stade et en l'état actuel du droit en France que des engagements qui ne sont que facultatifs. Donc on est dans le volontariat de la part des groupes, dans le volontariat, mais pour autant, on se rend compte que les chefs d'entreprise sont aiguillonnés aujourd'hui par leurs salariés, par les candidats salariés, les postulants, ou voilà, en phase de recrutement, souvent les étudiants posent des questions sur la manière dont l'entreprise se saisit de ces sujets-là. Mais pour autant, on ne parle que de sujets facultatifs. Donc, ce qui est impératif, c'est le fait que l'intérêt social a été élargi. Donc ça, c'est quand même, pour les juristes, une grande nouveauté. L'article 1833, alinéa 2 du Code civil. Donc désormais, il y a un corps de phrase qui a été rajouté, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, c'est fondamental,
puisqu'effectivement, on redéfinit l'objet social d'une société. Ça s'applique à tous les types de sociétés, puisque là, je suis dans le Code civil, hein, c'est le tronc commun du droit des sociétés, donc ça concerne la société civile, société commerciale, voilà, toutes les formes de société en droit français. Je parlerai du Code de commerce tout à l'heure. Alors, vous allez certainement vouloir me poser la question de savoir, alors, c'est quoi les sanctions, comment je peux appliquer tout ça? Alors, les sanctions, elles existent, elles sont forcément limitées, parce qu'on renvoie finalement à la responsabilité des dirigeants. C'est-à-dire que, d'une part, alors ce qu'on peut dire, c'est que vos statuts ne devront pas rentrer en contradiction avec cet objet. Donc, en principe, votre objet doit avoir un objet licite et donc respecter cette définition. Mais il n'y aura pas forcément de nullité de la société, en fait. Ce serait la clause qui serait réputée non écrite, mais on ne pourrait pas aller jusqu'à prononcer la nullité de la société parce que vous avez quelque chose dans votre objet qui peut être sujet à discussion. Alors après, le point le plus important, c'est qu'on va examiner les décisions qui sont prises par les dirigeants et les mandataires sociaux. Et à ce titre-là, alors encore une fois, il ne peut pas y avoir de nullité des prises de décision qui peuvent être prises en conseil d'administration, en assemblée générale, par les sociétés. On ne va pas aller jusque-là. En revanche, on peut imaginer des mises en jeu de responsabilité de dirigeants qui n'auraient pas tenu compte de ce qu'un conseil d'administration ou des actionnaires auraient priorisé comme justement un but sur l'environnement, le social, etc., ou se seraient écartés de l'objet qui aura été défini dans ces statuts. Voilà, donc finalement, ce qu'il faut retenir à ce titre-là, c'est que les enjeux socio-environnementaux doivent être pris en compte lorsqu'un conseil d'administration va prendre une décision. Et nous, on considère en tant que juriste qu'à partir du moment où le CA détermine les orientations de l'activité, et ça c'est écrit dans le Code de commerce, finalement, il va falloir qu'à un moment donné, il puisse justifier du fait qu'il a bien pris en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans ses prises de décision. Dans tous les cas, il peut être interrogé par les actionnaires, l'organe de direction peut être interrogé par les actionnaires. Voilà. Alors, bon, je passe un petit peu vite là-dessus. S'il y a des questions, j'y reviendrai, mais je vous laisserai le slide. Je vais passer directement à l'aspect numéro 2, qui est une disposition facultative, où là, on parle de raison d'être. C'est-à-dire qu'une société a la possibilité d'inscrire dans ses statuts sa raison d'être. Et ça, c'est une possibilité, encore une fois, ouverte par le Code civil. Donc, c'est une vraie nouveauté par rapport à 1804. Et le nouveau Code civil nous dit que les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, c'est là où on revient sur la notion de stratégie dans l'entreprise. Pour nous, c'est l'occasion pour une entreprise de remettre au cœur des discussions la stratégie qu'elle peut avoir en son sein, avec ses salariés, avec l'ensemble des pôles, des activités, des branches d'activité, et faire travailler tout le monde. Je vais vous citer un exemple, c'est par rapport à la marque. Vous pouvez avoir par exemple la marque employeur et puis la marque commerciale. Et puis vous vous rendez compte que finalement, le service marketing n'a jamais parlé avec le service DRH. Alors que la DRH a besoin d'avoir une marque employeur pour aller chercher des talents. Donc la raison d'être, c'est un petit peu ça, c'est donner l'occasion aux entreprises de se saisir de ce sujet pour repenser finalement sa vision de l'entreprise et avec la prise en considération de l'ensemble des parties prenantes, en faisant travailler tous les postes, toutes les fonctions de l'entreprise au même moment sur un même travail et de redéfinir sa stratégie. Voilà, donc c'est une démarche volontaire, mais c'est une démarche qui, si l'entreprise décide de s'en saisir, peut être très intéressante en termes de cohésion sociale et de mobilisation des équipes autour de ce projet. Alors, je vous ai mis 2 exemples, Atos et Camif, qui ont assez tôt finalement, puisque Camif, c'est déjà dès novembre 2017, donc eux, ils ont même anticipé la loi Pacte, et Atos, donc avril 2019, également très tôt, donc avant la parution de la loi,
avaient déjà inscrit dans leur statut un certain nombre de raisons d'être. Donc, je passe très vite, vous pourrez revenir sur le slide. Donc là, pas de sanctions spécifiques. Encore une fois, ce que je disais, c'est que c'était un dispositif qui est facultatif. On pourra, là encore, mettre en jeu la responsabilité du dirigeant s'il s'écarte de la raison d'être qui aura été définie dans les statuts, parce que les statuts, c'est quand même ce qui va fonder son mandat social. Mais je crois qu'il voilà, faut le voir comme une opportunité de parler de la stratégie dans l'entreprise et encore une fois, d'avoir une vision transversale. Voilà, j'arrive au troisième étage de la fusée, la société à mission, encore facultatif, mais là, je touche au code de commerce. Donc là, on va parler plutôt des sociétés commerciales, je mets de côté les sociétés civiles, où le code de commerce a modifié l'article L210-10. Alors, plus précisément, on a créé un nouveau, mais là, elle l'a remis dans la classification des articles du code de commerce sur les sociétés commerciales, où, en créant la société à mission comme une possibilité en fait, pour une société de se placer sous l'appellation société à mission. Et c'est quoi une société à mission? C'est une société qui précise dans ses statuts une raison d'être, donc ce que je viens d'indiquer, sur lequel je ne reviens pas, et également une mission, c'est-à-dire qu'au-delà de la raison d'être que j'aurais définie dans des termes peut-être un peu généraux, une vraie mission avec un ou plusieurs objectifs concrets, qui sont des objectifs sociaux et environnementaux, que la société se donne et qu'elle va se donner les moyens de le poursuivre dans le cadre de son activité. Et la petite chose qu'on va retrouver, et j'en parlais tout à l'heure avec l'organisme indépendant tiers, c'est qu'on va créer un système d'évaluation avec l'obligation de créer un comité de mission qui assure le suivi et qui va bien vérifier le suivi de l'exécution de la mission. Voilà, donc on lance un projet et puis on va le contrôler. Alors je cite pour mémoire, cette société à mission, elle est clairement, elle provient clairement de la notion de Benefit Corporations dont j'ai parlé tout à l'heure avec le label B Corp qui vient des États-Unis et qui a été choisi par un certain nombre de groupes que je vous cite ici. Voilà, alors le contrôle de la mission, je crois que c'est l'élément un peu innovant en fait dans ce dispositif. C'est un contrôle interne, donc là on va choisir des gens en interne dans le groupe qui vont faire partie de ce comité, mais il y aura aussi un contrôle externe par un OIT, un organisme indépendant tiers, et qui aura été agréé en ce sens, et qui va donner une sorte de label finalement, qui va pouvoir vérifier que la société est toujours une société à mission. Voilà, donc finalement la sanction c'est quoi? Que si jamais je ne suis pas tout ça, déjà je vais avoir du mal à le gérer en interne. En termes de communication, ça va être compliqué. Et surtout la sanction, elle sera en termes d'image bien évidemment, puisque je vais perdre mon label et que vis-à-vis des tiers, c'est assez dramatique finalement de dire qu'on a échoué dans les objectifs ambitieux qu'on s'était donnés. Donc, c'est à manier quand même avec beaucoup de précautions. Il faut y mettre les moyens. Nous, c'est ce qu'on dit à nos clients qui se lancent dans l'aventure. Voilà, pour ne pas prendre le risque finalement de devoir revenir en arrière trop rapidement. Voilà très rapidement un rappel des outils juridiques concrets depuis 2019 qui existent dans la loi et que les sociétés peuvent utiliser pour mettre en œuvre leur politique ESG au sein du groupe. Alors, un mot sur les fonds, les fameux fonds. Alors, fonds de pérennité, fonds de dotation, ça se ressemble beaucoup, c'est pour ça que je les ai mis dans la même rubrique. Le fonds de pérennité, c'est une nouveauté loi Pacte. C'est une forme de fondation d'entreprise, même si le terme n'est pas du tout exact. C'est en fait une fondation actionnaire, plus précisément. C'est-à-dire que c'est un fonds auquel un actionnaire va apporter des titres au départ de la société. Donc le fonds de pérennité va être actionnaire en direct de la société. Elle va donc exercer des droits d'actionnaire et elle va utiliser les ressources, les dividendes en réalité qui proviennent de l'activité économique, à du financement d'œuvres ou d'émissions d'intérêt général. Donc en fait, c'est de dire les actionnaires ou un groupe d'actionnaires décident de loger une partie, un quantum de leurs actions dans un fonds de pérennité. C'est un fonds qui a la personnalité morale, qui a une gouvernance qu'il va falloir organiser, avec des comptes, avec un commissaire aux comptes, etc.
L'apport est fait à titre gratuit, donc il n'y a pas de frottement fiscal par rapport à cet apport. Et en réalité, les revenus qui remontent dans ce fonds de pérennité du fait d'activité de la société, finalement, vont permettre de financer toutes les œuvres d'intérêt général que l'entreprise aura peut-être choisi de prioriser, ou qu'elle fait peut-être déjà via un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, ou en finançant via du mécénat chaque année dans son budget des associations ou des fondations existantes reconnues d'utilité publique. Donc, c'est très intéressant comme nouveau dispositif. Donc, je passe très vite mais je pourrais y revenir si vous avez des questions. Ce qui me semblait intéressant, c'était de faire le parallèle. Alors, voilà, la gouvernance, je passe également rapidement. Mais je voulais faire le parallèle avec les fonds de dotation parce que finalement, ça y ressemble énormément. Voilà. Et on fait déjà des fonds de dotation en réalité. Alors, pas forcément des fonds de dotation actionnaires, mais on fait beaucoup de fonds de dotation pour des entreprises. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes ont créé depuis 2009, mais c'est vrai que depuis, on va dire 5 ans à peu près, il y a un accroissement très fort de ce type d'outils dans le monde de l'entreprise. Donc, le fonds de dotation, c'est un outil philanthropique, mais philanthropique qui est adapté à l'entreprise, qui peut être adapté à l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui peut créer un fonds de dotation, qui peut y apporter de l'argent, qui peut apporter aussi des heures de salariés, qui peut y apporter ce qu'on appelle du mécénat de compétences, du mécénat en nature, bénéficier du régime du mécénat, donc de la réduction d'impôts, des fameux 60% d'impôts sociétés, dans la limite désormais de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d'affaires. En tout cas, c'est le tronc commun du mécénat qui existe en France, que les entreprises connaissent bien. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui va pouvoir avoir son propre outil et qui va pouvoir contrôler l'affectation des sommes par la création de cet outil. Donc, je passe très vite. Là encore, voilà, si vous avez des questions, on peut en rediscuter. Mais c'est un formidable outil, avant tout, de cohésion sociale. Pour l'avoir vécu voilà, chez beaucoup de nos clients, c'est un sujet très intéressant parce que ça permet de centraliser les actions de mécénat qui sont déjà faites, mais qui ne sont pas forcément bien organisées. Ça permet de mobiliser certains salariés sur des projets. Ça permet de faire des appels à projets au sein d'une société. Voilà, c'est un outil vraiment très intéressant et qui permet de développer des actions d'intérêt général et de pouvoir mettre en œuvre quelque part les critères RSE dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et enfin, et je termine avec ça parce que le temps est assez limité, le label ESUS. Voilà, alors le label ESUS, je voulais simplement vous dire qu'il existait parce que je pense que beaucoup de monde en parle. Voilà, c'est un label qui existe, qui a été qui s'inscrit dans la loi de 2014, la loi Hamon, la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui est une grande loi sur l'économie sociale et solidaire, qui a géré pas mal de sujets, mais qui a créé effectivement cette entreprise solidaire d'utilité sociale, agrément ESUS, qui est délivrée par la Directe au niveau de chaque région. C'est une porte d'entrée pour les entreprises de l'ESS qui cherchent à accéder à un financement particulier, notamment provenant des collectes d'épargne solidaire. Voilà, il y a des fonds qui ont été créés de manière spécialisée par certains établissements financiers qui sont fléchés vers les entreprises qui ont ce label, puisque c'est un label. Ça mélange aussi les associations, les fondations, mais aussi les entreprises commerciales. C'est là où c'est assez inédit pour les juristes parce qu'on mélange le secteur lucratif ou le secteur non lucratif. Donc c'est très intéressant et très innovant. Ça permet d'accéder à certains dispositifs de réduction d'impôts. Voilà. Et bon, je vous ai mis un certain nombre de les conditions d'éligibilité. Il y a un petit dossier à monter que je vous ai mis dans la dernière slide, donc qui est assez concret. Mais juste, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir dire qu'une entreprise, finalement, on en revient au sujet numéro 1, c'est-à-dire, au-delà de sa profitabilité, elle a d'autres préoccupations en tête, et le chef d'entreprise a d'autres préoccupations qui sont plus sociales et qui sont liées aussi à l'environnement de son activité par rapport aux usagers de son activité, par rapport
à l'impact que l'entreprise a et à son utilité sociale qu'elle peut avoir sur la société. Voilà, parce qu'elle doit démontrer son utilité sociale par rapport à notamment son compte de résultat. Également, un point très important dans le label ESUS, c'est la politique de rémunération. Puisque dans ce label, les statuts de la société sont retouchés pour prévoir des limitations sur le versement des dividendes, mais aussi sur le fait que les dirigeants acceptent de plafonner leur rémunération. Et tout ça est inscrit dans les statuts, donc c'est obligatoire et ça s'impose aux dirigeants. Donc c'est un geste très fort et qui est une condition d'éligibilité de ce label. Voilà, et bien évidemment, la société ne doit pas être une société cotée. Hein. C'est vraiment réservé aux petites entreprises, aux entreprises qui ne font pas appel à un marché financier. Voilà. Certaines structures sont agréées de plein droit de par leur activité et leur forme sociale. Voilà, donc j'ai un peu accéléré sur la fin, je suis désolée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment que je n'ai pas été trop rapide. Écoute, je ne suis pas un grand juriste et j'ai assez compris. Bon, d'accord, très bien. C'était assez clair. Par contre, on peut prendre quelques questions en direct s'il y en a. Ouais, j'aurais une question. D'abord, non, merci, c'était très bien parce que même en étant rapide, ça offre un panorama global, quoi, en partant de l'historique. Donc, c'est très bien, c'est très utile. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on se pose la question en ce moment de la définition de notre raison d'être, de la mission. Et en fait, ma question serait de savoir si vous aviez des modèles régionaux, PME ou ETI, vers qui on pourrait se tourner pour voir en pratique comment ils ont fait pour identifier la raison d'être, même peut-être une société à mission. Est-ce que vous en avez dans la région des modèles? Alors, sur la région, non. Et quelque part, je suis un petit peu tenue aussi à la confidentialité de ce que moi, je peux en connaître de certains de mes clients. Mais pour autant, ce que moi, je peux vous en dire, c'est que c'est finalement majoritairement des startups ou des jeunes entreprises qui se sont saisies de ce sujet. Donc, je ne pense pas que leur réflexion soit la même que dans un groupe structuré où vous allez avoir plusieurs pôles d'activité, plusieurs fonctions, ou avec un vécu, une expérience et en tout cas une activité qui a un fort impact déjà sur l'environnement ou sur la chaîne de son activité vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses clients. Donc, ça va être difficile pour moi de répondre à cette question. Je n'ai pas d'exemple là comme ça qui me viennent sur la région. En revanche, vous avez c'est plutôt des groupes à dimension nationale aujourd'hui sur lesquels on travaille, clairement. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ils communiquent assez bien. Donc, vous allez trouver assez facilement, y compris pour du non-coté en réalité, vous allez trouver assez facilement leur raison d'être. Et en tout cas, ils communiquent. Parce que bien évidemment, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un outil de communication pour les marques. Voilà. Donc, non, je ne peux pas trop vous aider sur la région. Voilà. Peut-être parce que le sujet n'intéresse pas non plus encore beaucoup les groupes et que j'essaye d'œuvrer là-dessus parce qu'il faut un peu évangéliser. Hein. C'est vrai qu'en tant que praticienne du droit des sociétés, on se heurte bien souvent à des chefs d'entreprise qui ne sont pas du tout sensibles à ces sujets-là, je dois vous l'avouer. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. On pourra vous mettre en relation si vous souhaitez, Ouais. Xavier, Anne, pour approfondir ou pour échanger. De toute façon, je pense qu'on pourra mettre, on verra pour mettre les coordonnées pour la retranscription et le doc si Alors, ça te va. Tu voilà, diras. juste peut-être un petit exemple quand même sur le secteur d'activité. J'ai une jolie société qui est dans les crèches et tout ce qui est crèche petite enfance. Et qui, depuis le départ, s'est posé sur le label ESUS, mais aujourd'hui sur la raison d'être et sur la partie même fonds de dotation. Voilà, on est vraiment sur la totale. Voilà, pour juste citer le secteur d'activité. D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va donner la parole à Martin. Et puis, de toute façon, on te retransmettra, Anne, toutes les questions Oui. qui nous parviendront à la suite de tout ça pour que tu puisses y répondre. Martin, je te laisse la parole pour nous présenter Food Truck et ce que vous faites actuellement pour aider les boîtes à repartir et pour assurer la restauration. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne, du coup, pour cette présentation. C'était plutôt très clair. Et moi, je me sens impliqué par rapport à ce que vous avez expliqué, tout simplement parce que Food Truck Agency, on est une société qui sommes très proche justement de ce que vous venez d'évoquer. J'ai noté quelques mots-clés: boussole, raison d'être, bien-être, recrutement, préoccupation sociale, éthique, faire, local, et j'en passe. Donc, typiquement, nous, notre société, on a 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant qu'on fournit des services de restauration complètement sur mesure pour les sociétés par l'intermédiaire du plus grand réseau de food trucks de France. L'idée, c'est de positionner au quotidien ou de manière anecdotique, par exemple une fois par mois, des food trucks au pied des sociétés, justement pour fédérer les équipes ou pour complètement leur apporter une solution au quotidien. Donc l'idée, c'est que on a dû s'adapter forcément, comme tout le monde, par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le Covid. On a dû faire évoluer notre société et aussi les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui. À savoir que aujourd'hui, lorsque l'on place des camions restaurants au pied des sociétés, les collaborateurs ont la possibilité de venir directement manger au camion, mais ils peuvent aussi passer par notre application de commande de repas pour commander leur repas et choisir un horaire de passage de retrait de commande. Comme ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a fait énormément évoluer chez nous pour respecter la distanciation sociale. Et donc, chacun des consommateurs va pouvoir choisir un horaire de passage précis pour éviter de se croiser. Donc, j'ai trouvé très intéressant toutes ces explications justement sur le côté éthique, faire, etc. Parce que nous essayons justement d'être en adéquation avec ce monde qui a besoin d'évoluer. Et donc, nous plaçons des camions-restaurants qui respectent pour la plupart ces problématiques très précises. Donc, de travailler en local, de travailler avec des produits frais, de fournir vraiment un service qualitatif pour que les collaborateurs puissent se sentir le mieux possible dans leur société. Voilà un petit peu. Donc, je ne savais pas un petit peu vers ce quoi tourner ma présentation, mais techniquement, voilà, Food Truck Agency, on est une société qui a un gros réseau, qui travaille sur la France entière et on est capable d'apporter des solutions sur mesure aux entreprises, comme je l'ai expliqué de manière ponctuelle ou en alternative à la cantine ou carrément en remplacement des cantines actuelles. Voilà, pour essayer de respecter au mieux les besoins de nos clients d'un point de vue restauration. Et on sait que aujourd'hui, des collaborateurs heureux et contents de travailler dans une société, c'est aussi des collaborateurs où les grandes sociétés mettent en place tout un tas de services additionnels pour leur bien-être au quotidien et la restauration en fait partie. Donc, c'est pour ça que chez Food Truck Agency, nous sommes ravis de proposer aujourd'hui des solutions vraiment sur mesure et qualitatives, innovantes par rapport justement à ce système de camions que nous plaçons voilà, au pied des sociétés. Martin, tu peux juste expliquer du coup le fonctionnement donc pour qu'il pallie en fait ça, aux difficultés de restauration collective de l'application pour illustrer le respect justement de ces distanciations, le respect des horaires des camions et tout ça pour que du coup ce soit efficace et cohérent dans le contexte actuel. Oui, tout à fait. Alors, déjà, techniquement, les camions-restaurants doivent respecter les normes classiques d'hygiène, HACCP et tout ce qui s'ensuit. Mais là, avec le Covid, on a mis en place et on a demandé aux entreprises ce qu'on devait mettre en place justement pour respecter au maximum les normes liées au Covid. Et donc, techniquement, ça passe par le port classique des EPI, donc c'est-à-dire le gant, les charlottes et aujourd'hui donc le masque qui est obligatoire. Ça va passer par chez nous la mise en place de poteaux guide-fil, de marquage au sol directement sur le parking de la société sur lequel nous plaçons le camion. Et ça va être une obligation de mettre en place l'application obligatoirement au sein de l'entreprise et d'interdire de manière temporaire la vente en direct au camion. Donc aujourd'hui, si vous voulez, avec les gros clients avec lesquels nous travaillons, les collaborateurs n'ont plus le droit de venir faire la queue au niveau du camion. Tout le monde doit commander son repas sur l'application.
Ils peuvent le faire soit jusqu'à un horaire défini, c'est-à-dire jusqu'à midi, pour que certains camions puissent s'organiser au mieux au niveau de leur cuisine, soit ils sont plusieurs dans le camion et à ce moment-là, les prises de commandes sont aussi possibles pendant le service. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde doit passer par l'application pour vraiment commander à un horaire très précis et nous envoyons jamais en fait un consommateur à la même heure. C'est-à-dire que 2 personnes ne peuvent pas commander pour l'heure de midi. On va vraiment envoyer chaque collaborateur au compte-gouttes au camion, selon un réglage prédéfini en fonction de plein de critères. Mais l'idée, c'est que le premier client qui commande, ce sera pour midi, le suivant pour midi 2, pour midi 4, etc. etc. Ce qui permet d'éviter d'avoir une queue et que les personnes puissent se croiser sans vraiment se toucher en quelque sorte. Voilà. Est-ce que je suis assez clair sur la manière et sur les choses qu'on a pu changer? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? L'idée, c'était vraiment, enfin, ces webinaires, c'est aussi donc de présenter une startup à chaque fois. On avait présenté Fari au dernier webinaire avec Figo. Donc vraiment, l'idée, c'est, on sait aujourd'hui que la restauration collective, c'est compliqué, que pour permettre aux entreprises de repartir, ça va être un sujet. Et ta solution, on la trouve, nous, toujours très pertinente et très adaptée au sujet afin de permettre à tout le monde de proposer quelque chose aux salariés qui soit sécure et qui permettent aux entreprises soit de continuer à fonctionner si elles ont toujours fonctionné, soit de pouvoir repartir en proposant un service de restauration qui soit efficace, utile, respectueux et où les salariés se sentent bien et protégés. Donc, merci beaucoup, Martin. On mettra aussi, toi, dans le lien du webinaire, la présentation de ce que tu as pu faire et de ce que vous faites actuellement. Et on t'enverra, bien sûr, chaque fois s'il y a un retour, les informations. Bien entendu. Et puis pour ceux qui regarderont tout ça, vous pouvez aller consulter directement notre site internet, Food Truck Agency. Voilà, techniquement, vous nous contactez, on fait une étude de vos besoins, on vous propose une solution sur mesure en fonction de vos besoins. Et puis derrière, si c'est possible, eh bien, on travaille ensemble, bien entendu. Écoute, super Martin. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on clôture? On aura tenu le timing, c'est pas mal parce que tout le monde a des agendas très chargés malgré le contexte. Est-ce qu'il y a une question? Ouais, mais merci Florent. Thierry, là, j'utilise le portable de mon fils. Hein, bonjour Thierry. Julien. Donc, merci Florent, c'était intéressant. Et puis merci à Martin aussi pour la présentation de son projet. C'est pertinent, voilà. Merci Anne, je pense qu'elle est en ligne encore, je ne sais pas. Oui, merci absolument. pour la présentation. Oui. Voilà, c'était aussi très clair. Voilà, c'était un peu un document revisité pour moi, mais c'était intéressant de voir une formulation comme vous l'avez faite. C'était parfait. Vous avez bien mis tout ça en perspective. Merci encore. Super, merci. Écoutez, merci à tous, merci Martin, merci Anne beaucoup du temps consacré pour le village et pour ce webinaire. On vous envoie toutes ces informations, c'est vraiment un plaisir de vous avoir et on continue à vous apporter le plus de services possible durant cette période un peu particulière. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci, au revoir. À bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Portez-vous bien tous. Bonne journée.